Bonjour à toi. Si tu es là aujourd'hui, c'est pour en savoir un petit peu plus sur le design du respect. Donc, je vais te présenter à quelques mots en quoi ça consiste. Alors, déjà, pourquoi j'ai créé le design du respect? En fait, tout simplement parce que je me suis rendu compte depuis plusieurs années, enfin même depuis un petit moment, que le monde dans lequel on est voilà, ne fonctionne plus. Il y a beaucoup de catastrophes qui arrivent, beaucoup de choses voilà, dans les actualités qui sont pas très réjouissantes. Et moi, j'avais envie d'être actrice en fait là-dedans et de pas laisser en fait le monde dans lequel on est continuer à être comme ça. Donc c'est vraiment dans ce constat-là que j'ai voulu changer les choses et donc j'ai suivi quand même beaucoup de formations, beaucoup de choses pour justement pouvoir euh, créer à mon échelle quelque chose qui puisse servir en fait les personnes qui veulent aussi comme moi bouger et voilà faire bouger les lignes. Je vais t'en dire un petit peu plus sur la suite. Donc en fait, comme je te l'expliquais juste avant, le monde change. Et moi, ayant beaucoup travaillé dans le monde du design, en fait, je me suis rendu compte que dans le monde du design, il y a des choses qui changent, mais d'autres qui changent un peu moins. Et en tout cas, on a beaucoup d'outils qui ont émergé, comme le design systémique, le design fiction, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin parce que parfois, il y a des concepts qui sont peut-être un peu complexes à comprendre, notamment le design systémique, qui peut être parfois difficile à appréhender, notamment pour avoir échangé avec des étudiants en fait, qui ont parfois du mal à prendre en main ces outils. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de créer en fait, des outils aussi qui sont vraiment vulgarisés. Donc, je vais expliquer un peu plus en profondeur les éléments que j'ai conçus et comment je les fais et pourquoi je l'ai fait, pour que tu puisses un peu comprendre ma démarche. Donc, moi, je me suis dit, il faut que ça change. Donc, déjà, j'avais envie de commencer par deux exemples qui sont assez parlants et qui montrent un peu la façon qu'on a actuellement de concevoir des outils. Donc là, c'est deux exemples. Donc, le premier, c'est un exemple plutôt numérique et le deuxième, c'est un exemple plutôt service physique. Donc le premier exemple que j'avais envie de te partager, c'était Duolingo. Duolingo, c'est une application qui, à la base, est faite pour faire de l'apprentissage des langues. Et maintenant, elle est ouverte à d'autres choses, hein, du piano, enfin d'autres choses, mais en tout cas, c'est pour de l'apprentissage. On peut se dire que c'est quand même une volonté qui est quand même bénéfique. C'est bien en fait de vouloir faire évoluer les personnes dans un apprentissage. Je trouve que la démarche est quand même plutôt vertueuse. Par contre, la façon dont c'est conçu, ça pose quand même question. Donc en fait, il y a des systèmes de gamification qui ont été mis en place dans cette application. Donc c'est-à-dire qu'on peut gagner des petits badges, des petites victoires quand on arrive justement après plusieurs jours de pratique à obtenir des récompenses. Seulement, les récompenses, elles sont un peu infinies et en fait, si on rate des jours sur lesquels on n'a pas d'apprentissage et qu'on ne va pas se connecter sur l'application, on peut avoir notre petite mascotte, là, du petit hibou, qui devient un peu malade, voire même il y avait une époque où carrément il mourait si on n'y allait pas au bout de tant de jours. Euh, et ça peut être un peu angoissant. Et pour avoir échangé notamment, enfin cet exemple m'est venu en fait d'une amie qui me racontait que sa fille de 14 ans se retrouvait à un moment donné bloquée et tournait en boucle sur cette application, même pendant les vacances. Et en fait, ça venait rajouter de l'anxiété, justement au lieu de que ce soit un amusement et un plaisir en fait de tout simplement apprendre une langue ou autre chose. Donc en fait, on voit que au final, on peut avoir une intention qui est bénéfique à la base, mais que la façon dont on conçoit le service peut avoir des failles et des choses qui viennent un peu épuiser. Donc là, dans l'occurrence, c'est épuiser vraiment l'utilisateur, la personne qui utilise le service. Donc voilà, l'impact sur l'utilisateur, c'est effectivement de l'addiction, de l'anxiété, de la fatigue, enfin voilà, ce genre de choses qui sont pas du tout bénéfiques. Du désengagement, la perte de confiance. Et puis après, plus largement sur la société et le vivant, ça peut être aussi le fait d'envoyer à chaque fois des notifications pour se rappeler, connecte-toi, etc. Du coup, ça vient aussi rajouter des pertes d'attention parce qu'on est tout le temps en sollicitation de la part de nos téléphones. Sur le vivant, c'est les rappels fréquents. Bien sûr, ça fait de la consommation de données. Donc on voit que là encore une fois, quelque chose qui peut être bien dans l'intention peut avoir justement quelque chose d'un point de vue systémique
qui va être beaucoup plus dérangeant. Un autre exemple, c'est les trottinettes en libre service. Donc ça, c'est un exemple que j'ai emprunté à Sylvie Daumal, qui a justement fait un livre très intéressant sur le design systémique, où elle explique, et du coup, enfin moi, je vais vous expliquer un peu aussi mon point de vue, qu'en fait, les trottinettes électriques en libre service, à la base, c'est quand même quelque chose qui est bénéfique. C'est l'intention, c'est de créer de la mobilité douce, donc c'est hyper vertueux, c'est vraiment bien de voir inciter les personnes justement à moins prendre la voiture pour se déplacer autrement. Seulement, en fait, bah, la façon dont ça a été géré, ça n'a pas été vu comme quelque chose qui pourrait avoir à un moment donné un impact quand même négatif. Sauf que c'est ce qui s'est passé. Dans certaines villes, il y a tellement eu des trottinettes partout qu'en fait, bah, la ville en devient désagréable parce qu'il y a des trottinettes garées partout, sur les trottoirs, etc. Donc ça gêne les personnes en fauteuil, les poussettes, les piétons, enfin tout, n'importe qui. Ça prend des places de parking, etc. Donc il y a quand même un effet de masse qui est quand même problématique. Donc la ville devient bah, plus désagréable de fait de ces trottinettes qui sont un petit peu partout. Donc voilà, saturation de l'espace public et puis le fait d'avoir cette démultiplication des flottes et puis après comment c'est géré derrière ça on ne sait pas trop comment c'est géré au niveau des réparations, au niveau du changement du matériel, etc. En petit là en bas, j'ai mis un exemple de si on tape sur Google cimetière vélo Chine, on tombe sur ces images-là complètement incroyables de vélos en libre service qui n'ont jamais servi en fait et qui dorment dans des cimetières à perte de vue. Donc voilà, c'est aussi des questions qu'on peut se poser de qu'est-ce qu'on fait après du matériel, parce que c'est quand même du matériel physique. Donc là encore une fois, l'effet de masse, l'effet de volume, ça on va en parler tout à l'heure, l'effet de volume, ça peut justement créer ce genre de désagrément. Donc là, encore une fois, si on avait réfléchi au service dans sa globalité, peut-être qu'on aurait conçu ça un petit peu autrement. Donc, face à ces constats, donc il y en a plein d'autres, hein, comment est-ce qu'on peut changer ça? Donc, vous expliquer un petit peu mon historique et mon histoire pour que vous puissiez comprendre un petit peu ben, pourquoi j'en suis venue là. Donc moi, j'ai toujours eu un- une envie en fait d'améliorer les conditions humaines. Donc j'ai commencé par un master en psychologie ergonomie en 2009 et en fait mon souhait c'était vraiment de prendre soin des autres d'une certaine manière. L'ergonomie c'est quoi? C'est l'amélioration des conditions de travail. Suite à ça, j'ai eu une spécificité justement sur l'ergonomie des interfaces. Donc par exemple des interfaces métiers, des sites web, des applications mobiles, ce genre de choses. Donc tout ce qui va être numérique euh, pour que ça facilite justement la vie des utilisateurs, la vie des personnes. C'est ça qui m'intéressait dans mon métier. Suite à ça, dans mon travail, j'ai été amenée à un moment donné à faciliter des ateliers d'intelligence collective. Et donc là, encore une fois, ce qui m'intéressait et ce qui m'intéresse toujours, c'est bah, faciliter les échanges, faire en sorte que les gens puissent bah, travailler dans un cadre serein, etc. Il y a peut-être parfois une notion aussi d'efficacité qui m'intéresse, mais c'est plus l'efficacité pour le bien-être des personnes, pour pas qu'elles passent trop de temps en réunion, qu'elles puissent voilà, s'épuiser, etc. C'est plus ça qui m'intéresse. Donc c'est encore une fois le prendre soin des autres. Et ajouter à tout cela, j'ai aussi une spécialité qui est vraiment bah, faire ça à travers des jeux, des activités ludiques, pour qu'encore une fois, le plaisir au travail soit présent et que les personnes puissent passer un bon moment et tout en atteignant des objectifs, mais pouvoir justement avoir bah, aussi la notion de plaisir qui vient s'intégrer dans le travail qui parfois peut être un peu pénible. Et je suis également formatrice. Donc tout ça, c'est un peu mon parcours depuis plus de 16 ans maintenant. Et ben, euh, ensuite, il y a un moment donné où, face à tous ces constats que je citais au début du monde qui est un peu problématique, etc., plus le fait qu'en fait, c'est un moment où j'ai été enceinte et que du coup j'ai eu un petit garçon, je me suis dit, mais c'est juste plus possible, encore plus maintenant, c'est plus possible de laisser le monde dans cet état. Donc face à ces constats, j'ai décidé de me former. Donc j'ai fait notamment 3 formations qui ont quand même pas mal changé bah, mon regard, malgré le fait que bah, je me tenais informée, j'ai lu beaucoup de choses, beaucoup de livres, etc. sur plein de sujets.
Mais les formations, je trouve que ça m'a permis vraiment de structurer toutes mes connaissances. Donc j'ai fait la formation de prospective à l'Institut du Futur Souhaitable, qui fait intervenir vraiment beaucoup d'experts vraiment de plein de domaines différents. Ça va de l'agriculture à l'IA, enfin plein, vraiment hyper large. Mais très intéressant justement d'avoir cette vue vraiment un peu 360 de tous les enjeux et de voir à quel point la systémie s'entremêle, enfin tout est entremêlé en fait. Donc ça, c'était ça, c'était en 2023. Ensuite, j'ai fait une formation aussi sur la robustesse. Donc j'y reviendrai un petit peu après pour vous expliquer ce que c'est. Et une formation également sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui, ça aussi, je vais l'expliquer juste après. Et suite à toutes ces formations, donc ça m'a pris 3 4 ans quand même à faire tous ces changements, toutes ces choses-là. En fait, ça a vraiment commencé en 2022. Euh, eh bien, enfin, ça a mis du temps à maturer, à savoir qu'est-ce que je voulais en faire. Je savais pas trop comment m'en dépatouiller, comment faire. Et puis un jour, je sais pas, ça m'est venu. euh, c'est sorti de mon cerveau. Je me suis dit, mais en fait, il faut que tu fasses un truc vraiment sur plus de respect, respecter, mais vraiment tout dans sa globalité. Pas que les humains, mais aussi la planète sur laquelle on est, les vivants qui nous entourent. Donc vraiment avoir cette histoire de respect qui est pour moi la valeur qui m'est le plus importante depuis toujours. C'est vraiment quelque chose qui est très important et au cœur de mon identité et qui, je pense, si c'était un peu plus appliqué un peu partout, je pense que le monde pourrait mieux s'emporter. Parfois, c'est juste, c'est pas ce que je veux pas, c'est que ce soit un truc moralisateur. C'est pas du tout ça l'idée. C'est vraiment que ce soit une boussole, une grille de lecture qui permette justement de voir les choses un peu à 360 degrés pour essayer de comprendre un peu les enjeux et ce qui va se passer derrière pour essayer de faire mieux. L'idée, c'est pas de faire parfait, etc. C'est pas possible de toute façon, on oubliera toujours des choses. Mais c'est d'essayer au maximum de penser à tout ça. Donc je vais expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Donc au final, c'est quoi le design du respect? C'est deux choses. C'est déjà une démarche qui est systémique, donc c'est un système, c'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de voir tout dans sa globalité et pas juste un bout. Donc c'est-à-dire on va parler des individus que ça va toucher quand on va concevoir notre service, du collectif, je vais expliquer plus en détail après, de la société, vivant, environnement, enfin tout ce qui est biosphère. Ensuite, il y a aussi toutes les disciplines dont je me suis inspirée. Donc, évidemment, mon parcours initial en ergonomie, psychologie du travail, la robustesse que je vais expliquer après, le FC que je vais expliquer après. Design systémique, c'est vraiment le côté que tout est entremêlé et qu'on va devoir comprendre que quand on va toucher quelque chose, ça va potentiellement avoir un impact sur un autre aspect. Et ensuite, prospective, futur souhaitable, c'est comment est-ce qu'on se projette dans un futur qui nous paraîtrait plus juste, plus intéressant. Comment est-ce qu'on travaille sur les imaginaires, sur les nouveaux récits, sur ce genre de choses. Et puis tout ce qui va être facilitation stratégique. Donc en fait, c'est toute la partie vraiment intelligence collective, mais vraiment stratégique, vraiment être au cœur de ce qui va réellement changer les autres choses et vraiment transformer tout ça. Donc ça, c'est la matrice des externalités que j'ai conçue. Donc elle se divise en plusieurs parties. Donc il y a une première partie qui va être vraiment au cœur, que ça va être l'individu. Donc ça va être autant le soi, parce que souvent quand on parle de design systémique, souvent on oublie le soi. Sauf que si on n'est pas raccord, si on n'est pas aligné avec ce qu'on fait, bah en général ça marche pas trop. Donc il y a aussi un questionnement sur soi. Sur les utilisateurs ou les usagers, les personnes pour qui on est en train de concevoir le service. Le collectif, ça va être un peu tout ce qui gravite autour de ça. Donc ça va être autant l'équipe projet, l'équipe qui va travailler sur le projet, qui va travailler sur la conception. Ensuite, j'ai mis l'organisation, donc ça peut être la structure dans laquelle on est, donc, par exemple notre entreprise, l'association, enfin voilà, la structure dans laquelle on est. Et ensuite, on a les partenaires, donc c'est toutes les parties prenantes en fait, qui sont pas dans l'entreprise mais qui gravitent autour. Ensuite, on a la société. Donc, quel impact ça a sur la société? Est-ce que ça va toucher aux droits de l'homme? Est-ce que ça va toucher à l'urbanisme qui va ensuite avoir des impacts sur les droits de telle ou telle personne? Et ensuite, on a tout ce qui est vivant environnement, donc c'est-à-dire en gros la biosphère. Donc, le vivant, ça va être plus être vraiment tous les vivants, donc faune et flore. Et environnement, c'est plus ce qui va être un peu plus inerte,
comme les pierres, enfin les ressources, quoi. Et tout ça, c'est essayer de penser à tout ça, parce que quand on va concevoir quelque chose, ça va forcément avoir un impact sur tous ces aspects-là. Donc à chaque fois, en fait, cette matrice, c'est vraiment un peu la grille de lecture par laquelle on va passer à chaque fois qu'on va se poser des questions. Et donc il y a deux principes fondateurs, enfin deux démarches, enfin deux outils en fait, je sais pas comment on pourrait les appeler, mais en tout cas deux disciplines, peut-être c'est peut-être le meilleur mot, deux disciplines qui vont vraiment guider un peu le design du respect. Il y a en premier lieu la robustesse appliquée aux organisations. Donc je vais expliquer en deux mots ce que c'est. La robustesse, c'est un concept qui a été créé donc par Olivier Amand. Olivier Amand, c'est un chercheur en biologie qui s'est posé cette question-là en se disant comment ça se fait que le vivant, il n'est pas du tout optimal, il n'est pas du tout performant et il fonctionne super bien. Ça fait des millénaires que c'est en place et c'est OK. Et pourquoi nous, les humains, on cherche absolument la performance et on voit qu'en fait, c'est pas du tout, c'est pas du tout OK en fait. Parce que à vouloir trop de performance, on vient justement détruire en fait la planète dans laquelle on est. Euh, Donc lui, il oppose performance à robustesse. Il dit en fait, le vivant, il cherche pas la performance, il cherche vraiment la robustesse. Et ça s'appuie sur plusieurs principes, des principes qu'il appelle de sous-optimalité. Donc en fait, c'est de se dire que le vivant va pas chercher la performance, mais la sous-optimalité. Enfin, il va pas chercher non plus la sous-optimalité, mais en fait, à un moment donné, il est sous-optimal, le vivant. C'est-à-dire qu'en fait, il va être lent. Posséder une plante, bah, ça va prendre du temps, ça va pas comme ça du jour au lendemain pousser. Il va y avoir des notions aussi de redondance, des choses qui sont en double, en triple, enfin voilà, c'est OK. On ne cherche pas à dégommer, à se dire bah tiens, il y a un doublon, je vais l'enlever. Non, OK. Il y a des erreurs, il y a des incohérences, des choses qui viennent changer, par exemple les mutations génétiques. C'est dû à des erreurs, à des incohérences, à des choses qui sont pas maîtrisées parfois. Et c'est ça qui en même temps fait évoluer le vivant. Donc c'est un peu tous ces concepts-là qui sont intéressants. Et en fait, c'est de se dire qu'on peut s'inspirer de ces concepts qui sont peut-être issus de la biologie, mais appliqués aux organisations, aux services, à la façon dont on a de concevoir. Et tout ça, en fait, c'est pour répondre à quelque chose qu'il a constaté, c'est que le monde est fluctuant. Il y a des fluctuations qui arrivent, donc des fluctuations, c'est des imprévus, c'est par exemple un problème climatique, ça peut être même des fluctuations, ça peut être aussi tout simplement une panne informatique, voilà, ça peut être aussi ce genre de choses. C'est pas forcément dû au vivant, on peut aussi l'extrapoler à d'autres choses dans notre milieu humain. Et du coup, pour ça, il s'appuie aussi sur des principes qui sont très importants, qui sont la coopération. Donc, dans le vivant, il y a beaucoup de coopération. La santé commune. Donc la santé commune, c'est aussi avoir cette démarche un peu systémique de penser à la santé de tout, en fait. Et évidemment, avoir une pensée systémique, un peu comme ce que je viens d'expliquer juste avant. Donc tous ces principes-là, moi je les ai repris, je les ai malaxés, je les ai voilà, changés pour que ce soit intégré et vraiment vulgarisé dans le design du respect. Ensuite, il y a un autre concept sur lequel je me suis beaucoup appuyée, c'est l'EFC, donc l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc ça, c'est une discipline qui a été fondée par François Hubaut et Christian Dutertre, qui sont du laboratoire Athémis. Euh, Ça date un petit peu, ça fait vraiment, c'est un laboratoire vraiment, ça fait 20 ans qu'ils travaillent sur ces aspects-là et qu'ils ont expérimenté ça dans plein d'entreprises, dans plein voilà, d'environnements professionnels. Donc c'est un ergonome et un économiste. Donc moi, l'ergonomie, forcément, ça me parle parce que c'est mon parcours initial. Donc tout ce qui va toucher au travail. Donc eux, ils ont vraiment un angle très travail et économie, pas au sens que économie sous argent, mais vraiment économie de comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on contractualise, comment est-ce qu'on fait travailler les parties prenantes ensemble, etc. Donc vraiment un truc vraiment beaucoup plus large. Et eux, leur point de départ, c'est de se dire que la logique de volume dans laquelle on est, elle est pas pérenne en fait. Parce que du coup, on cherche toujours à vendre plus de volume, plus de choses. On va inciter les gens à acheter, il y a toujours plus de production, etc. En fait, on cherche l'économie du plus
dans un monde à un moment donné qui est fini et qu'on va pas pouvoir toute la vie creuser dans les matières premières, etc. C'est plus possible. Maintenant, on le sait, c'est pas possible. Donc du coup, c'est vraiment de se dire bah, comment est-ce qu'on peut changer cette logique de volume pour justement proposer des services qui sont peut-être plus axés sur les usages. Donc on va s'intéresser plus à l'usage, comme par exemple ce qui est Blablacar. Par exemple, ils se sont intéressés à l'usage. Eux, ils se sont dit, bah, les gens ont besoin de se déplacer. Ils se sont pas dit, on va vendre des voitures. Ils se sont dit, bah, on va vendre un service qui va permettre aux gens de se déplacer. Donc ça, c'est d'avoir ce focus sur l'usage. Et en fait, il y a plein de concepts qui sont très intéressants, comme bah, déjà savoir quelles ressources matérielles on va avoir besoin pour le service. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui va être matière première, etc. Et après, il y a aussi, ils se sont beaucoup intéressés, sachant qu'ils ont l'angle de vue très travail, sur les ressources immatérielles. Donc les ressources immatérielles, ça va être bah, les humains, les gens qui constituent l'environnement de travail. Et donc, c'est de se dire bah, quelles sont les compétences des gens, quels sont les liens qui sont faits entre les gens, les relations de confiance, enfin toutes ces choses-là en fait qui sont bah, pas palpables forcément, mais qui sont là et qui font vraiment tenir le système. Après, ils sont aussi des concepts, bah, encore une fois, on retrouve la coopération, on a la notion de territoire, c'est beaucoup axé sur le territoire parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que bah, un écosystème qui marche sur un territoire, si on le déplace sur un autre, ça fonctionne pas forcément. Et ce qui est aussi beaucoup lié à la notion de subjectivité que je trouve très intéressante, qui va un peu à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de voir en design, qui est en fait que on va s'intéresser à des personnes et non pas à des profils, à des personas. On va être très sur des personnes et c'est pas et à un moment donné si c'est une personne qui est dans l'écosystème et qu'elle change pour une autre personne, par exemple de la même boîte avec le même profil, etc., ça va pas du tout se passer de la même manière parce que c'est pas la même personne. Et bien sûr, les externalités, donc ça, c'est vraiment bah, l'impact qu'on peut avoir aussi sur tout ça. Donc ces concepts-là, pareil, encore une fois, là je fais vraiment un résumé très vulgarisé, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, les deux concepts que je vous ai présentés. Mais en fait, moi, le design du respect, ce que j'ai envie, c'est que ce soit quelque chose directement actionnable pour que ce soit facile à prendre en main et qu'il y ait des résultats qui soient assez rapides, pas dans le sens performant, mais vraiment dans le sens que ça a un impact, quoi. Que tout de suite on puisse commencer à avoir des résultats, parce qu'en fait on est vraiment dans un moment, je pense qu'il est assez urgent de réagir. Donc voilà, donc j'ai un peu résumé le cadre un peu théorique du design du respect. Pour que ce soit un peu moins lourd, parce que du coup les sujets sont pas toujours faciles à aborder et voilà, pas simples, j'ai créé une petite mascotte qui s'appelle l'Axo. Donc, en fait, c'est un axolote. L'axolote, c'est un petit animal en fait. Je l'ai choisi pourquoi? Parce que pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il est atypique, il est assez bah, particulier quand même. C'est pas un animal qu'on voit partout. Et que voilà, j'ai toujours aimé les choses atypiques. Et je pense que c'est ce qui fait que j'ai tendance à bah, aimer bah, aussi même les humains atypiques, enfin voilà, les personnes un peu différentes et me dire que bah, elles ont leur place aussi dans la société. Et pareil, cette petite bête, en fait, elle est en voie de disparition. Et donc ça nous rappelle aussi que bah, voilà, c'est pas gagné. Donc il faut faire attention aussi à tous les vivants. Et il y a un autre aspect de cet animal qui est intéressant, c'est son aspect régénératif. En fait, c'est un animal qui est capable de se régénérer et même qui est capable de régénérer son cerveau. C'est quand même assez puissant. Et je trouve que ça donne une note d'espoir aussi bah, pour l'avenir, en se disant que bah, on espère nous aussi qu'on va pouvoir régénérer des choses et faire en sorte que d'améliorer un peu plus la planète sur laquelle on est. Donc là, je vais te présenter un peu bah, les différents outils que j'ai créés, sachant qu'il y en a plein d'autres. Je les ai pas tous mis, mais j'en ai mis quelques-uns juste pour que tu vois un peu à quoi ça ressemble. Donc le premier outil, c'est la matrice des externalités. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment mon outil que j'utilise à chaque fois. C'est vraiment le truc que je sors à chaque fois en atelier. Donc en fait, vraiment, c'est la base en fait. Du coup, c'est sur ça qu'on s'appuie à chaque fois pour dire, attends, ce que je suis en train de faire, est-ce que je le passe par les différents prismes pour à chaque fois me poser les bonnes questions. Pour aider à ça,
il y a aussi cette roue du respect que j'ai rajoutée là il n'y a pas longtemps. Donc là, par exemple, il y a différents niveaux et en fait, ça marche un peu comme un radar. On peut colorier plus ou moins des niveaux. Donc ça peut être le niveau actuel dans lequel on est dans le projet et ce vers quoi on peut aller. Puis après, calculer l'écart et voir comment est-ce qu'on peut combler cet écart, par exemple. Et souvent, quand on l'a fait, cette roue, on se rend compte que les cases concernant le vivant, en général, on les prend quasiment pas en compte. Alors que si on détruit tout le vivant, en fait, il reste plus rien. Donc voilà, c'est un peu un état des lieux de ça. Donc ça peut être un premier outil. Après, j'ai des cartes des imprévus aussi qui sont très fortement inspirées de la robustesse. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu peux aller voir sur larobustesse.org. Et il y a d'autres cartes comme ça qui sont des cartes de fluctuation qui sont très intéressantes à aller voir justement sur plein d'idées de qu'est-ce qui pourrait nous arriver un peu dans la tête. Et essayer d'y penser justement, essayer d'y penser plutôt que de un jour se dire il y a un truc qui m'arrive et je sais pas comment, enfin j'ai pas prévu en fait, je sais pas comment faire. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, il y a les cartes des intentions. J'ai pas appelé ça carte solution parce que je trouve que des solutions, ça peut être un peu parfois un peu prétentieux. Je trouve que c'est des intentions, c'est des choses ce vers quoi on veut aller. Et c'est encore une fois, c'est très inspiré de la robustesse, le FC, mais pas que. J'ai aussi intégré des notions d'ergonomie, de psychologie, enfin de plein de choses qui sont intéressantes. C'est juste pour essayer de se poser deux questions, grosso modo. Déjà, questionner l'existant. Donc, on voit les cartes à chaque fois sont divisées en deux blocs. Questionner l'existant, c'est un peu pour travailler sur un peu ce qui est déjà là, ce qui existe déjà, pour pas essayer de refaire ce qui existe déjà et ce qui est déjà bien fait. Et ensuite, il y a la partie plus innovée, où si c'est pas déjà là, est-ce qu'on peut trouver des solutions, des choses qui permettent justement d'aller dans ce sens et innover dans ce sens-là. Et pour chaque typologie de carte, d'ailleurs, j'ai créé aussi des petits tableaux. Donc là, c'est le tableau des intentions, parce qu'on est avec les cartes des intentions. C'est de se dire que pour chaque intention, il faut passer à chaque fois dans le prisme de la matrice avec les différents aspects. Donc l'individu, le collectif, la société, le vivant, etc. Pour à chaque fois se forcer à avoir cette réflexion de ok, là j'essaye de trouver une solution ou un axe sur lequel j'ai envie d'aller, mais est-ce que ça va pas détériorer tel ou tel autre aspect? Ensuite, il y a les cartes des angles morts qui, ça, fonctionne aussi très bien en atelier. En général, c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Donc, j'aime bien les utiliser, par exemple, quand on a commencé à trouver des solutions. Et en fait, c'est pour challenger les solutions qu'on a commencé à trouver parce que souvent, on oublie des trucs. Donc là, c'est pour re-questionner un peu ce qui est déjà un peu en réflexion ou en place à travers différents aspects. Donc, par exemple, qui fait réellement le travail, qui absorbe la complexité. Le service remplace-t-il des interactions humaines utiles? Donc là, ça fait notamment référence aux notions de confiance, de lien qu'on a vu juste avant sur le FC. Donc voilà, c'est un petit peu tous ces outils-là que j'ai créés. Donc la suite de tout ça, déjà j'ai envie de dire, si je fais ça, c'est pour garder espoir. C'est parce que là, c'est une forêt. Où on peut voir deux choses. On peut voir les arbres complètement cramés. Et on peut voir aussi les arbres en train de repousser, la végétation en train de refaire surface. Donc moi j'ai plus envie de voir la végétation qui pousse, malgré le fait que je suis aussi lucide et que je vois aussi les arbres brûler. Mais voilà, c'est plus dans cette notion d'espoir et je pense voilà, j'ai créé ce design du respect aussi pour avancer et pour qu'on essaye au maximum d'aller vers l'avant et de trouver des solutions et des portes de sortie. Et puis d'être à la marge également. Donc ça, c'est un vol des tourneaux. Donc les étourneaux, il faut savoir qu'en fait, quand il y en a un ou une qui change de direction, du coup, il y a tout le monde qui change, tout le monde qui suit. Et en fait, quand on regarde un peu dans l'histoire des combats humains, d'égalité, etc., en fait, on voit que c'est toujours des personnes marginales, en fait, qui ont pris, à un moment donné, qui ont pris le lead et qui ont dit, OK, on y va, et qui ont réussi à avoir des victoires.
Donc on voit abolition de l'esclavage, on voit droit de vote des femmes, on voit ce genre de choses. C'est toujours des personnes marginales en fait qui ont commencé à faire ça. Donc on peut passer pour des personnes à la marge, mais c'est souvent par les marges en fait qu'on arrive à faire bouger les choses. Donc c'est des outils qui sont en construction, en évolution. Donc tout ce que j'ai présenté là sur le design du respect, c'est vraiment c'est inspiré de choses qui sont quand même, qui sont quand même réelles, qui sont quand même robustes, qui sont voilà, qui sont en train de se déployer, qui sont pas encore assez connus à mon goût, qui sont en train de vraiment évoluer. Par contre, les outils que moi j'ai créés, c'est vraiment encore une fois, c'est des outils de vulgarisation et de prise en main assez rapide. Donc, n'hésite pas si tu as des retours, des choses à me partager. Enfin voilà, tu peux trouver mes coordonnées pour que moi je puisse continuer à faire évoluer tout ça. Si tu veux qu'on travaille ensemble sur un projet, c'est possible. Enfin, contacte-moi pour qu'on en discute. Voilà, c'est vraiment l'histoire d'être dans cette démarche-là. Et pour être dans cette démarche vraiment vertueuse et ouverture vers les autres et vers plus de respect vraiment partout, j'ai décidé en fait de mettre à disposition tous mes supports, enfin voilà, tout ce que je t'ai présenté, tu peux les télécharger gratuitement euh, et les utiliser dans tes projets. La licence, c'est une licence en Creative Commons, donc ça veut dire, après il y a plusieurs typologies, donc moi j'ai mis CC by SA. Donc en gros, c'est tu as le droit de l'utiliser dans tes projets, dans tes prestations payantes, gratuites, peu importe. Mais en contrepartie, il faut que tu crédites, bien sûr. Et puis, si tu fais des modifications, que tu réutilises, que tu fais des nouveaux trucs, etc., il faut, toi, à ton tour, aussi partager dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de prendre mon truc et de transformer un truc et de le vendre. Ça, c'est pas OK. Mais tu as le droit de transformer et puis de le remettre en libre service. Donc ça c'est important. Et en fait pourquoi j'ai fait ça? Pour que ça se diffuse un maximum, pour que du coup dans les projets il y ait de plus en plus de choses qui émergent et qui se fassent de façon plus respectueuse. D'un autre côté, je sais pas si tu as vu, mais en fait sur design du respect il y a un petit R à la fin, ça veut dire que la marque est déposée à l'INPI. Donc ça, pourquoi j'ai fait ça? Pour aussi protéger le fait que cette marque-là, c'est moi qui la contrôle en quelque sorte, pour pas que ça parte un peu dans tous les sens. Et donc l'idée, c'est que tu as le droit effectivement d'utiliser les supports dans tes prestats, etc. Par contre, tu n'as pas le droit de vendre une formation design du respect, de vendre un atelier design du respect, etc. sans m'en parler. C'est moi qui dois prendre ces décisions-là. Voilà, ça c'est sur les droits. Et puis ensuite, si tu as envie qu'on aille plus loin, qu'on travaille ensemble, il y a plusieurs possibilités. Donc déjà, une première chose qui est importante pour moi, c'est de diffuser vraiment le design du respect au plus grand nombre. Donc je fais des conférences, des ateliers de découverte, des diagnostics voilà, sur un projet. Donc ça, c'est des choses que je fais déjà. Et donc après, l'idée, c'est de continuer à déployer cette démarche en fait sur des projets réels. Donc je fais de l'accompagnement sur mesure, des ateliers de prise de décision, etc. Comme je suis facilitatrice depuis plus de 12 ans, voilà, c'est des choses aussi que j'ai l'habitude de faire sur des changements, voilà, des changements de direction, des ateliers stratégiques, etc. Sous l'angle là, cette fois-ci du respect. Et puis ensuite, ce qui va arriver bientôt, c'est la partie maîtrisée. Donc en gros, c'est comment est-ce qu'on devient autonome, comment est-ce que tu peux te former à tout ça, comment est-ce que je peux t'accompagner justement pour avoir les compétences pour pouvoir commencer à mieux prendre en main tous ces outils, parce que là je t'ai fait une présentation rapide, mais l'idée c'est que on puisse aussi voir un peu tous les concepts qui se cachent derrière, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent. Et donc moi je suis formée à tout ça, donc j'ai vraiment une expertise sur tout ça, donc je sais quand j'anime un atelier, je le vois bien, je sais en fait tirer les ficelles pour dire, attends, là, ce concept que tu es en train de tirer, c'est ça. Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as vu ça? Et du coup, avec mon expertise, je suis capable aussi de mieux cibler et de mieux savoir comment mettre en œuvre la démarche et voilà, les différents concepts que je t'ai présentés. Voilà, je te remercie pour ton écoute et j'espère que ça t'a apporté un petit éclairage sur ce qu'est le design du respect. À bientôt, salut!